Je n'avais pas les mots, je savais d'où elle sortait, je n'avais pas besoin d'imaginer. C'était fait, on était devant. J'ai essayé de la retourner. Ce n'était pas difficile à faire. Je l'ai prise, je l'ai mise sur le dos. J'ai cherché l'oreiller. Je l'ai placée dans son dos. J'ai mis sa tête tournée vers moi. Ce n'était plus Cécile. C'était une autre femme. Jamais je n'avais vu Cécile dans un état comme celui-là. Ses yeux avaient non seulement une expression inconnue, mais dans laquelle, je peux dire, je retrouvais des restes de Cécile. Mais le regard, ce qui était lisible dans ses yeux gonflés, elle n'était partie que depuis peut-être une heure. Qu'est-ce qui s'était mis en elle, sous ses paupières, pour qu'il soit dans cet état? Et je lui ai dit, regarde-moi. Elle secouait la tête. Elle disait non avec sa tête. Regarde-moi. Tu vas me dire tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a eu. Je me doute que c'est la suite de la rencontre avec ce médecin. Il a trouvé quelque chose auquel nous ne nous attendions pas, c'est ça. Il t'a dit quelque chose qui t'a blessé, mais qui t'a projeté. Tu n'es plus... Tu es loin, là, en ce moment. Et tu vas faire un effort. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Toi, tu ne vas pas parler. Moi, je vais rester à côté de toi. J'ai tout deviné, je crois. Je crois. Tu trembles, là. Tu vas calmer ça. Nous allons faire. On a certainement un peu attendu, un peu tardé. Nous allons faire, je sais pas quoi. On dirait nous allons faire ce qu'il faut. On va faire ça ensemble, en étant d'accord tous les deux. Elle secouait sa tête, elle disait non. Sans doute que si j'étais comme toi, je dirais non. Mais demain, tu diras oui. Demain, Aujourd'hui, on va arrêter de remuer tout ça. Je voudrais que tu te calmes. Et tu vas te calmer. Un seul mot, tu ne peux pas me le dire. Elle disait encore non de la tête, et puis, au bout d'un moment, mais il n'y avait plus du tout de temps qui se décompte là. J'ai entendu sa voix, et c'était « Je n'accepte pas ». Oui, je disais oui, devant elle qui disait non. Et je disais, je te comprends. Je crois que je n'arrêtais pas de dire, je te comprends. Et elle aurait pu me répondre, arrête donc de te dire que tu me comprends. Tu peux pas comprendre. Mais elle n'a pas dit ça. Je me suis levé, je l'ai laissé. Je suis passé dans la cuisine. J'ai mis un peu d'eau à chauffer. C'est à ce moment-là que j'ai vu ma main droite. En regardant ma main droite, en voyant que ma main droite était de cette teinte terre de sienne foncée,
terre de sienne foncée, il y a du rouge dedans. C'est là qu'est revenu le mot que j'avais sorti de moi. Hémorragie. Je suis fou. Je me suis lavé la main. Seulement c'était de l'encre de Chine et ça tenait très fort, j'en avais sous les ongles. Et le fond était rouge, brique foncée. Je n'aimais pas. J'ai frotté, puis c'est parti. Pas du tout entièrement. Les ongles, les plis des doigts en étaient encore pleins. J'ai préparé le thé. Je suis venu avec le verre de thé pour Cécile. Elle était sur le lit, elle n'avait pas bougé, appuyée à l'oreiller. Elle avait seulement les yeux ouverts et elle regardait la fenêtre, droit devant. Je t'ai fait un peu de thé. Tu vas en boire, ne serait-ce qu'une cuillère, mais tu vas en boire. Tu es fatigué, il faut faire rentrer un peu d'eau tiède ou de l'eau chaude. Ah, je n'ai pas amené de sucre, excuse-moi. Je vais chercher du sucre. Je suis ressorti, j'ai pris un morceau de sucre. Je lui ai dit, tiens, mets ça dans ta bouche. Et il n'ouvrait pas sa bouche. Et je lui ai dit, écoute, laisse-moi, je vais te le rentrer dans la bouche. Voilà. Et là, en même temps que... Dans l'instant où je poussais le petit carré de sucre entre ses lèvres, j'ai eu un frisson dans le corps entier. Je me suis retrouvé avec hémorragie. Je me suis dit, c'est pas vrai, elle ne va pas faire ça. Pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? J'aurais pu lui dire. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Fais attention, quand on est dans un état comme ça, d'extrême tension, on peut dire d'extrême... enfin, je ne vais pas dire que tu es en colère, mais si, je suis en colère. Bon, bah alors tu vois, justement, une extrême tension dans la colère, ça peut provoquer ce qui n'aurait pas dû être provoqué, ce qui de soi-même ne serait pas venu. Ne le fais pas venir. Oh, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Maintenant, je voudrais que tout ça, ça finisse. Non. Non. On parle pas maintenant. On parle pas maintenant. Mais on peut parler si tu veux. Tu sais ce qu'il m'a dit? Oh, tu vas le dire, mais je le devine. Il a dit que l'arrêt des insufflations, ou la préparation à l'arrêt des insufflations, on arrêtait là petit à petit, avec l'autre, d'insuffler les quantités. Petit à petit, la plèvre revenait. Oui. Eh bien, petit à petit, la plèvre revenue, c'est comme avant. Il y a la même chose. La cavité est là. Et moi, j'ai entendu la cave est là. Et derrière la cave est là, j'ai retrouvé l'hémorragie est là. Je me suis appuyé contre elle. J'ai mis ma tête sur sa poitrine. Je lui ai dit tout à l'heure, tu seras un tout petit peu plus calme. Je crois que c'est la seule chose à attendre, à espérer, à faire venir. Comment peux-tu faire pour redevenir un peu plus calme? Je ne me calmerai pas. Mais si, tu vas te calmer. C'est un grand choc que tu as eu. Ça sert à rien que je te dise, c'est un grand choc pour moi. Mais j'ai toujours craint que quelque chose se produise. Et ce quelque chose-là, c'est peut-être un peu ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit dire? On est maintenant là-dedans. On va aller le revoir, ce type. Je sais pas, on va lui poser des questions. Là, pour le moment, moi, j'ai pas les questions.
Bien sûr que l'importante, la seule question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut te faire? Rien. Non, non. Bien sûr, tu dis ça. Mais il ne faut pas dire comme ça. Pour le moment, il y a des images. Voilà. Ces images-là ne sont pas bien. Voilà. On va faire d'autres analyses. Il y a les autres analyses. Oui, alors. Il avait vu aussi le résultat? Bien sûr. Alors, elles ne sont pas bonnes. Comment veux-tu qu'elles soient bonnes? Oui. Donc, il y a dans le résultat des analyses la réponse. Oui, comme il y a la réponse dans le résultat de la radio. On voit à la radio que en haut, à gauche, c'est encore là. Et il y a peut-être même quelque chose d'autre qui est à côté. Donc, rien n'a guéri. Rien n'a été même stabilisé. Ça a été une parenthèse. Et de ça, je ne me remettrai pas. J'ai supporté ça, mais je ne sais pas si je supporterai autre chose. Écoute, d'accord. Aujourd'hui, nous, on ne peut rien dire. Nous mettre à imaginer, c'est te faire du mal. Non. On va essayer de ne pas faire comme ça. Tu dois le revoir quand? Je sais pas, je suis parti en courant. Ouais. J'aurais dû prendre les radios, je les ai laissés. Les résultats, je les ai laissés. Oui, mais tu le sais. Donc, puis on va le revoir. Je sais pas. On ne sait pas, donc c'est vrai. Je suis donc à nouveau en évolution et bacillaire. Ah, mon Dieu, c'est pas possible. Puis elle s'est à nouveau agitée. Puis ça s'est calmé tout doucement. Et puis on est arrivé dans l'après-midi comme ça. Elle était un animal qui ne peut plus faire autrement que revenir vers les hommes qui lui ont tiré dessus. Tard dans l'après-midi, bon, je suis allé faire quelques petites courses. Je suis revenu avec quelque chose qui pouvait exciter un appétit que je devinais impossible. Mais en même temps, je suis passé par l'impasse du Rouet. Je suis monté. Je ne suis pas allé à la pièce de Hans Rechel. Je suis allé à l'autre petite pièce où toujours sa femme était et où tous les deux dormaient. Et j'ai tapé. J'ai entendu qu'on s'approchait de la porte. Je ne sais pas si je souhaitais que ce soit Rechel ou que ce soit sa femme. Enfin, ça a été ouvert et c'était Lucie Rechel. Bonjour, excusez-moi. Je voulais vous dire. Je suis stupide d'avoir pensé à vous dire ça. Nous avons un grand problème. Rentrez? Non, je ne veux pas. Hans Rechel est à côté? Non, il est sorti. Ah. J'ai beaucoup de mal à vous dire ce qui est arrivé. En tout cas, c'est ça. C'est Cécile qui a retrouvé son problème. Son problème de santé. Vous savez que... Oui, oui. Alors là, il vient d'y avoir un résultat. Et puis voilà. Le résultat, ça donne qu'il y a encore le problème. Il est peut-être un tout petit peu plus large. Et ce qui est quand même... Enfin, tout est préoccupant, mais ça c'est un plus. C'est que le résultat de son analyse est positif. Vous voyez ce que c'est? Oh, je comprends très très bien. Elle doit être, je dis voilà, elle est. Vous allez revoir le médecin. Oui, aujourd'hui on n'en est pas là. Aujourd'hui c'est le jour le plus difficile.
Alors voilà, j'avais besoin de vous le dire. Je ne suis pas sûr qu'il faille dire ça à Hans Rachel, mais nous n'avons pas d'amis. Mais vous avez des amis, vous, Fred? Oui, j'ai des amis. Je connais quelques hommes un peu comme moi, enfin. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans, puis c'est pas à eux que je vais aller dire ça. Non, voilà. Je m'excuse vraiment beaucoup. Je ne suis pas à la hauteur d'être venu vous apprendre ça. Maintenant, je vais la retrouver. Je peux vous demander quelque chose, Fred? Mais je vous en prie. Eh bien, pas demain, mais dans 2-3 jours, mettez-moi un petit mot. Dites-moi où ça en est. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment ça va se placer, n'est-ce pas? Puisque vous me l'avez dit, il faudra bien continuer à me dire un peu. Peut-être que je ne vais pas le dire à Hans quand il rentrera tout à l'heure. Je verrai. Si vous le croisez, vous ne lui en parlez pas. C'est moi qui le lui dirai, mais peut-être demain ou après-demain. En ce moment, Hans est très tourmenté. C'est peut-être aussi une période comme ça. Il y a des signes. Vous ne croyez pas à ça, mais moi je pense. Il y a des signes plus noirs. Il y a des pressentiments aussi. Vous n'avez pas de pressentiments. Vous n'avez pas senti venir ça. Aussi. Je l'ai senti venir en le craignant. Enfin, c'est-à-dire, c'est la crainte que j'avais qui faisait que je le voyais s'approcher comme ça, comme un petit chat, pas de velours. Oui. Donc, vous n'avez pas été vraiment surpris. Oh, si, je l'ai été, mais... Enfin. Et elle? Je pense qu'elle a été très, très surprise. Elle, je lui en ai parlé plusieurs fois. Je lui ai dit... Il faudrait qu'on prenne ça d'une autre façon. Tu n'es pas bien soigné. Mais oui, mais... Vous avez les moyens de la faire soigner? Oh, les moyens. Peut-être que ça peut se trouver, mais sinon les moyens existent. Ça risque d'être tout simplement très dur pour elle et pour moi. Elle a toujours refusé, puis on peut comprendre ça. Des gens comme nous, vous savez, loin d'ici, dans des montagnes, c'est toujours là que ça se passe. Je pense elle n'a refusé que parce qu'elle ne se sentait pas suffisamment prête pour affronter ça. Et maintenant, elle n'est pas prête. Aujourd'hui, elle n'est pas prête, non. Mais peut-être que dans quelque temps, elle sera d'accord pour faire. Je crois que elle ne va pas pouvoir éviter ça. Je vous laisse. Je vous remercie. Des jours ont passé. Cécile était toujours extrêmement agitée. Elle pleurait beaucoup. Elle avait des crises de nerfs. Enfin. Elle a souhaité voir son père. Je suis allé le lui dire. Il est venu. C'était un homme très sombre, très effacé, très gris, très silencieux. Tout ce qui pouvait être négatif dans l'attitude ou les attitudes, il les avait. Il était ça. Il se mettait sur le côté. Quand on lui parlait, il tournait la tête pour n'entendre que d'une oreille. Quand il regardait, il y avait que le journal qu'il regardait vraiment en face. Sinon, il fronçait les sourcils et on avait l'impression d'être toujours à son extrême gauche ou à son extrême droite. Il tenait enfoncé son chapeau vraiment jusqu'aux oreilles, à ras des yeux devant. Il est venu.
il est venu, je lui ai dit Cécile est fatiguée, il avait compris. Elle était couchée dans la chambre. Cécile essayait de ne pas pleurer devant lui. Elle lui montrait un visage vraiment ravagé. Elle changeait de visage tout à coup. Ce visage où il y avait encore de l'enfant dedans, elle l'avait perdu en peu de jours. La fraîcheur qui continuellement habitait cette femme, dont je savais que derrière tout ça, il y avait un drame, dont elle me parlait à présent de temps en temps. Petit à petit, elle soulevait le drap. Là, elle était devenue un drap. Alors son père lui parlait en yiddish, son père lui prenait la main, son père lui disait tu verras, tu verras, tu verras. Son père n'arrivait à rien. Puis il est allé dans la pièce d'à côté, je l'ai suivi, et il m'a dit c'est un choc. Je lui ai dit c'est tout à fait ça. C'est un grand choc. Dans quelques jours, je pense, je crois qu'on ira voir le médecin et qu'on lui demandera, et il nous expliquera comment on fait dans un cas comme celui-là. Il faut qu'on nous dise. Moi, je ne le sais pas, elle ne le sait pas, vous ne le savez pas. Alors, il s'est lancé, si elle m'avait écouté, etc. Je lui ai dit, il ne faut pas commencer ça aujourd'hui. Elle aurait dû rentrer en sana. Ben, je dis, c'est peut-être ce qui va arriver, le sanatorium, oui. Elle aurait pu, il aurait fallu, etc. Je lui dis, écoutez, ne commençons pas là-dedans. Disons-nous que est-ce que je peux vous demander s'appuyer sur vous, c'est possible? Oh oui. Moi, je veux que ma fille soit soignée. Et si elle ne veut pas aller en sanatorium, il faut qu'elle aille en sanatorium. Non, mais si elle ne veut pas, ben c'est vous qui devez la convaincre. Ben moi, je ne peux pas la convaincre. Mais vous vivez avec elle, elle compte sur vous. Moi, elle ne m'a jamais cru, elle ne m'a jamais entendu. Vous savez, je ne peux pas me substituer à... Je peux, logiquement, très affectueusement, lui dire que il me semble qu'elle doit faire ce qu'on lui dit, et que j'aurai toute la patience, et que je ferai tout pour l'aider. Mais je lui dis, moi, ça va être l'aider affectivement, disons même très amicalement, de façon présente, assidue. C'est important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'il va falloir payer, et nous n'avons pas d'argent. Alors, c'est resté comme ça. J'ai pas eu de réponse. Je n'avais pas d'ailleurs posé vraiment de questions. J'exprimais une évidence. Et tout ça s'est précipité. Nous avons vu ce médecin, nous avons vu un autre médecin. On nous a conseillé un troisième médecin. C'était des gens de plus en plus grands, de plus en plus compétents, ayant des véritables usines à leur disposition, mais ça se résumait toujours au même résultat. Personne ne parlait de sanatorium. Et on ne parlait que d'intervenir violemment à l'intérieur même. Et il n'y avait là que la tactique qui changeait. Les uns estimaient qu'il fallait faire ça, et les autres estimaient qu'il fallait faire beaucoup plus que ça. Mais aucun n'était en dehors de l'intervention.
De son côté, Cécile, elle coulait tout doucement. Au fond d'elle, je ne trouvais pas tellement l'espoir. Mais elle se disait prête à mener ça, à porter ça. Elle laissait entendre qu'il y aurait une limite, et qu'au-delà de cette limite, elle n'irait pas. Alors, il a fallu découvrir une sorte de nouvelle mendicité. Nous n'avions pas ce qu'il fallait pour agir avec des moyens qui auraient été propres. Ce qui ne garantissait pas que ces moyens-là auraient été mieux. Mais sur le plan à la fois du confort, c'est voilà, sur le plan du confort et donc de ce qui découle du confort. Quand on paye, on est en quelque sorte plus ouvert envers vous, on est plus accueillant. Vous payez, n'est-ce pas? Et quand on ne paye pas, quand on fait partie de l'Office public de santé, quand on fait partie du soutien par l'assistance médicale gratuite, ouais. Alors là, on a des surprises. Ouais. On vous prend pour un petit sac et on secoue votre petit sac et vous n'avez pas à dire arrêtez, vous me faites mal. On ne peut pas dire non plus là, vous m'avez mis là, je suis pas bien ici, j'aurais voulu plutôt être là. Il faut se taire partout. Le médecin vous demande de vous taire, son assistant la même chose, l'infirmière qui vous reçoit, taisez-vous, et même le scribouillard à l'entrée du dispensaire vous dit simplement votre carte, allez vous asseoir, on vous appellera, voilà votre numéro. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Et là, j'ai été choqué, mais Cécile m'a énormément surpris. Parce que Cécile a accepté ça. Voilà votre numéro, elle allait se mettre à une place, avec un petit ticket dans la main. Et autour d'elle, les mêmes gens qu'elle, c'est-à-dire des gens qui n'avaient rien dans leur sac, qui avaient tous un trou. Il y avait quelque chose qui jurait entre l'allure, les pauses que prenait Cécile en s'asseyant, en croisant ses jambes, en croisant ses bras, ses mains, ses doigts. Tout était différent. Elle jurait là. Elle était un peu la petite dent blanche dans une mâchoire noire. Et les malades avaient certains égards envers elle. Et comme je l'accompagnais, ils avaient des égards envers moi. Alors elle rentrait seule. Je suis rentré une fois avec elle dans le bureau. Mais les autres fois, elle rentrait seule. Alors on me posait là des questions. Mais on me posait des questions en essayant de faire des phrases. Mon père faisait ça dans le temps. Quand il était devant une personne qui, non pas lui en imposait, mais peut-être devant une personne qu'il respectait d'instinct. Pas nécessairement une personne riche, non. Mais mon père sentait les personnes. Et là, il essayait non pas de se mettre à la hauteur de celui-là, ou de celle-là, ça pouvait être une femme, mais il voulait ne pas la décevoir, cette personne, puisqu'elle s'adressait à lui. Et on s'adressait à moi pour me parler de Cécile, et on s'adressait
comme si moi je pouvais en quelque sorte traduire. Je veux dire en clair qu'on avait pigé que j'étais un autre que Cécile. Il voyait ces gens-là, ces gens patients qui attendaient des heures comme des sacs, sans bouger. Ou bien que le médecin arrive avec 2 heures de retard, ou bien une raison tout à fait inconnue fasse que ça soit infiniment plus long avec un malade qu'avec les autres. Et moi, j'étais, pour eux, me semble-t-il, mais me semble-t-il, et j'ai raison, j'aurais pu être comme celui qui accompagne, mais vraiment celui qui accompagne. J'accompagnais une femme, et là on parlait de madame. Jamais ils n'ont dit elle, jamais. Et entre elles, ils ne se gênaient pas quand... Il y avait plus de femmes que d'hommes là. Et ils disaient celle-là. Ils n'ont jamais dit celle-là pour Cécile. Avec moi, ils retrouvaient un peu leur mot vulgaire. Il y en a une fois qui m'a dit « Elle a giclé ». J'ai compris, elle a craché du sang. Je dis non, ça n'est pas encore arrivé. Oh, ben ça viendra. Je ne pense pas. Pourquoi voulez-vous? Oh, faut pas, vous savez, faut pas se croire, on n'est pas... On est tous les mêmes, hein, là. Le trou, c'est le trou, hein. Moi, j'ai des trous dans la caisse, et elle, madame, elle a des trous dans la caisse aussi. Ah, qu'est-ce que vous voulez y faire? Et le jour où ça voudra sortir, ça sortira. Vous ne pourrez pas l'empêcher. C'est votre femme? C'est ça. Et ça fait longtemps qu'elle est malade? Non, pas très longtemps. Mais je croyais qu'elle avait un pneumo. Ah oui, moi je ne savais pas qu'elle savait. Comment est-ce qu'elle savait qu'elle avait un pneumo? Mais je lui dis c'est fini, le pneumo est fini maintenant. C'est pour ça que ça recommence. Oui, non, mais les pneumos c'est la merde. Pas toujours. Mais là, ça n'a pas très très bien marché. Et puis Cécile est ressortie. Elle m'a fait signe de me lever, de venir. On est repassé par la caisse. Elle s'est fait tamponner sa petite carte. Une fois, on m'a glissé, vous, monsieur, un jour, il faudrait passer aussi une radio. Je dis, oui, oui, mais moi, je fais ça, mais je fais pas ça ici. Mais je fais ça, je me fais aussi... il faudrait venir un jour avec votre dossier. Vous habitez bien tous les deux 1 bis rue Friand, c'est ça. Un jour, on passera vous voir. Ah non, c'est pas du tout la peine. Ah, mais vous pouvez pas nous empêcher, on a le droit. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Et puis Cécile était déjà dehors. J'avais envie de répondre. Mais à quoi bon? Les autres qui attendaient leur tour regardaient et entendaient. Elles secouaient toute la tête. À la fois sans doute pour me faire comprendre, tu peux pas y échapper. Et peut-être trouvait-elle que celle qui me disait ça le faisait sans ménagement, parce qu'elles étaient quand même restées des personnes fragiles. Dans la rue, j'ai retrouvé Cécile, et je lui ai dit, alors maintenant, on en est où? Et elle m'a dit, maintenant, on n'en est que, pour lui, inévitable, on ne peut pas attendre, il faut faire, je devrais rentrer dans l'hôpital, je resterai 1 mois et demi à l'hôpital, et ensuite on m'enverra en Sana, et j'aurai un traitement, et ça devrait s'arranger, et je pourrai revenir après ici. Et tout ça, tu sais combien de temps? Non. Faut compter 2 ans en tout. Alors, je vais te dire. Oui, ne nous énervons pas maintenant. Rentrons à la maison tout doucement. On parlera là-bas. Non, je vais te dire. Je peux pas me jeter sous un métro. C'est bien dommage.
Mais je ne ferai pas ça. Je ne ferai jamais ça. 2 ans dans un sauna, jamais. Et puis 2 ans, c'est pas vrai. 2 ans, ça devient 3 ans, 4 ans. Non. Je n'ai pas confiance. J'ai confiance en personne pour ça. Et puis je ne peux plus avoir confiance en quiconque, tu m'entends? Oui. Je crois plus à rien. J'avais recommencé à croire un peu avec toi, mais tout s'est effondré, tu m'entends? Tout s'est effondré. Oui, ne te mets pas en colère, ne crie pas. Rentrons par les petites rues. Je l'ai prise par le bras et on avançait. Je sentais qu'elle haletait. Elle haletait pour 2 raisons. L'une qui était cette difficulté qu'elle avait à respirer. Et l'autre était cette colère rentrée. Ce besoin de déchirer. Déchirer l'air, déchirer ses vêtements, déchirer. Comment faire? Et puis on est passé devant la poste de la rue d'Alésia. Là où Hans Rechel avait une fois jeté son enveloppe et qu'il avait eu cette histoire-là. Et je lui ai dit, écoute, une seconde, quittons un peu ça. Mais ne le quittons pas pour l'oublier. Quittons un peu ça. Peut-être te souviens-tu, une fois, Hans, il achetait une enveloppe. C'est là, dans cette poste-là. Et certainement dans cette boîte-là. Alors, je te dis pas ça pour te faire sourire. Je te dis que peut-être que nous avons aussi une lettre à jeter. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'on a quelque chose à faire. On n'est pas là pour... Non, il faut collaborer avec. Pour le moment, tu peux pas, tu veux pas. Bon, mais tu ne veux pas parce que tu ne peux pas. Il va falloir faire en sorte que tu puisses. Nous allons arriver à ça. Et là, ça changera tout. Tout. On va peut-être rencontrer un médecin qui ne dira pas autrement que ce que lui vient de te dire, mais que tu entendras autrement parce que nous aurons décidé de dire... Alors ça va être toi, puisqu'on n'est pas mariés. Alors je n'ai pas tellement le droit à parler pour toi. Je t'accompagnerai. Mais toi, tu peux dire « je ». Et puis quand tu verras que tu ne peux pas continuer, comme je suis, disons, entièrement pour toi, avec toi, de ton côté, à la condition que, au départ, on dise « on veut savoir ce qu'on peut proposer, comment ça peut se passer, combien de temps ça peut durer ». Vous pouvez peut-être même nous dire où est-ce que ça serait. Elle n'a pas répondu. On est rentré à la maison. J'ai trouvé une petite lettre sous la porte que Cécile n'avait pas vue. Cécile est rentrée, est allée s'allonger. Je me suis baissé, j'ai pris ce petit bout de papier. C'était la femme de Rechel qui me disait « ça fait un moment que vous n'avez pas donné nouvelles. J'attends. » Alors, oui, j'ai fait un tout petit mot. Et j'ai dit, dans ce petit mot, petit à petit, les choses se mettent en place. Quand j'en saurai plus, je viendrai vous voir. Merci beaucoup. J'étais très sensible, j'étais touché d'avoir trouvé ce petit mot et de les savoir là. D'imaginer que pendant qu'on était en train de parler, quand tout à l'heure on allait s'allonger l'un à côté de l'autre, peut-être qu'il pensait à Cécile. Peut-être que elle, la femme, Lucie, faisait dans sa tête quelque chose. Elle m'avait bien dit, oh, il y a toujours des signes. Moi, je les voyais, les signes. Je pouvais dire où est-ce que ça s'était mal mis en place.
j'avais ma part de responsabilité là-dedans. Ouais. J'étais à la base de quelque chose. Ouais. Une partie de ce qui n'allait pas bien m'incombait. Ouais. Je n'en avais pas parlé à Cécile, mais j'étais tout à fait certain qu'elle pensait ça aussi un peu. Mais il n'y avait pas une seule fois une allusion à ça. Les choses se sont précipitées parce que Cécile a été effectivement de plus en plus lasse, de plus en plus fragile. La fièvre était là. Et nous avons pu rencontrer, consulter quelqu'un qui a dit pas très loin de Paris, on peut faire, etc., etc. Bon. On a dit oui, on va y croire. On est allé voir. C'était à moins d'une heure de Paris. Bon. Grande bâtisse, plein de malades, des femmes. Un chirurgien qui opérait tous les jours. Une équipe, à l'époque on ne disait pas comme ça, mais aujourd'hui on dit une équipe de pointe. Les examens ont été faits, tout se plaçait, se mettait en route, ça se programmait lentement. J'allais la voir, parce que c'était pas loin, j'allais la voir presque tous les jours. Et Cécile moralement n'était pas bien. D'abord, elle était dans une chambre avec plusieurs autres femmes. Ensuite, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça que ça pouvait se passer avec elle. Voilà, un être spécial, particulier. Elle est allée on a fait quelques pas dans un petit jardin qu'il y avait. On croisait tous les autres. On aurait dit un petit jardin de malades psychiatriques, là. Ouais. Qui se croisaient sans se regarder, baissant la tête, mais chuchotant avec quelqu'un. Plus des infirmières en blouse blanche qui passaient parmi nous, qui regardaient si... Alors j'ai dit, pourquoi les infirmières sont-elles là? Pour voir s'il n'y en a pas un qui a un problème. Ah bon. Viens, on va aller dans le fond là-bas, je vais te montrer. Tu vas me montrer quoi? Viens, dans le fond, tu verras. Alors on s'est approché, il y avait une sorte de mur grillagé. Et le grillage, c'était une multitude de petites niches, de petits casiers, de petits clapiers, si l'on veut, qui tous contenaient des cobayes. Elle m'a dit, je vais te montrer mon cobaye. Viens voir, c'est celui-là. Celui-là qui a la petite bague de telle couleur. Ils lui ont inoculé quelque chose de moi. Ça, c'est moi. Et ça, c'est horrible. Je dors pas la nuit parce que je pense au cobaye. Le cobaye qui a un morceau de Cécile en lui, un petit bout de, je sais pas quoi. Est-ce que c'est du crachat qu'ils ont mis dedans? Est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est de l'urine? Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec moi. Mais ils lui ont inoculé ça. Et puis, un jour, il va réagir. Et selon la réaction, alors on saura si je ou si je ne pas. Et puis lui, ils lui feront une piqûre et puis ils le tueront. C'est insupportable. On a fait ça avec les Juifs. Et maintenant, moi, je vais être responsable de la mort d'un petit cobaye juif. Tu crois que je vais rester ici? Ce que je crois, écoute, il faut qu'on ait les réponses. Ça va être la première fois que les réponses vont nous être données. C'est une fois là, toute une série de réponses, y compris ce pauvre petit animal. C'est une fois que tout sera réuni, que l'on te dira, et si tu veux, moi je suis d'accord, je veux que mon ami soit avec moi. Et je serai là. Et si tu es en panne pour parler, moi je prendrai le relais. Il faut que nous ayons la situation complète. Voilà, c'est ça. Avec ça, après, si avec ça, après on va ailleurs, s'ils ne pratiquent pas de la même façon, si au lieu de se servir de cobaye, ils se servent de lapin, si au lieu de faire
des tomographies, ils font de je ne sais trop quoi. Ce qu'on leur apportera ne leur servira à rien. De toute façon, ils se détestent tous les uns les autres. Quand ils reçoivent un dossier d'un autre, quand moi je suis venu avec mes radios, elles sont pas mauvaises, mes radios. Enfin, elles ont été bien faites, je veux dire. Il a regardé comme ça. Non, mais c'est pas bon ça. Allez, on lui fait 14 radios. On met ça en route. On va vous soigner, comme il faut. On va tout voir, on va tout vous connaître. Vous vous occupez de rien, c'est nous qui allons tout faire. Elle me dit, j'aimais encore mieux l'hôpital du quartier. Là-bas, on me parlait. Là, cloc, 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 cloc. C'est l'infirmière qui m'a dit, venez voir votre cobaye, je vais vous le montrer. Moi, je ne savais pas. J'étais pulvérisé quand j'ai vu ça. Tu savais, toi, ça? Non, pas du tout. Puis je suis revenu, puis ça allait de mal en pis. Mal en pis. Dans le corps de Cécile, ça n'allait pas bien du tout. Mais dans la tête de Cécile, ça allait complètement de travers. Son père n'est pas venu la voir. Un jour, je suis venu, et Cécile m'a tout de suite dit, demain matin, je sors, tu viens, on rentre à la maison. Ah bon? C'est décidé, c'est décidé. Ah bon? Les deux femmes qui étaient à côté d'elle la regardaient. Au départ, quand je venais, au départ, à l'arrivée, quand j'arrivais, elle me disait bonjour. Elle parlait ou elles essayaient de parler avec Cécile, mais Cécile restait muette. Mais ce jour-là, quand je suis arrivé et qu'elle m'a dit demain matin je sors, comme j'ai quelques affaires en plus que tu m'as amenées puis que je ne veux pas laisser ici, tu viendras avec une autre petite valise ou un petit sac. Et puis j'aurai en plus la petite valise qui est là. Mais dans leur regard, il y avait une haine, même contre moi. Je lui ai dit, est-ce que tu peux te lever, puis on fait quelques pas dans le couloir et tu m'expliqueras ça mieux. Oui, tu as raison. Elle s'est levée, on est passé dans le couloir. À ce moment-là, on a croisé une infirmière. L'infirmière a lancé à Cécile, vous devez passer à mon bureau, hein. Vous savez, on ne sort pas comme ça ici, hein. Cécile a dit, je vais y aller maintenant. Non, pas maintenant, j'ai pas le temps. Je vais y aller maintenant et je veux y être avec mon mari. Mais vous n'êtes pas marié. Je veux y être avec mon ami. Tout à l'heure, monsieur attendra. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe que... Elle brandit devant moi un bout de papier sur lequel je dois écrire je prends toute la responsabilité de ma sortie, quoi qu'il arrive. Et je dis, alors, tu le signes, ça? Bien sûr, je le signe, mais elle l'agite, mais elle ne me le fait pas signer. Ça fait déjà 10 fois qu'elle me dit, il faudra venir au bureau, je lui dis, on va aller au bureau maintenant. Il n'y a pas qu'une infirmière, il n'y a pas qu'une secrétaire. On va dire, je veux que, tout de suite. Alors on est allés au bureau tous les deux. Puis il y avait effectivement une autre personne. Et Cécile a dit, je viens pour signer le papier. Oh madame, si vous croyez qu'on n'a que ça à faire, c'est possible, je voudrais signer le papier. Écoutez madame, ça fait maintenant 3 semaines que vous êtes ici. On a fait tout ce qu'il fallait pour savoir ce que vous avez. On a préparé, on a retenu un lit. L'opération était programmée. Et puis maintenant, vous décidez, moi je sors, je ne veux pas. Non madame, personne n'a fait ça. Personne, vous comprenez, c'est le plus grand chirurgien qui existe ici qui vous aurait opéré. Cécile a dit, je veux signer le papier, tout de suite. Et si je le peux, je sors même tout de suite. Mais madame, on n'est pas à votre disposition, je vous dis, je sors tout de suite. Je suis prêt à sortir comme je suis. Alors elle a sorti le papier. Cécile a bien marqué la phrase. Et elle a dit, demain matin, à quelle heure on vient me chercher? Vous venez à 9h. Et je suis parti. Le lendemain matin, j'étais là, je cherchais Cécile. Cécile était à nouveau dans un état de colère, disons habituel, mais là, peut-être encore plus habituel, parce que quand on sort de là, on rentre vraiment dans l'inconnu. Elle est revenue à la maison. Et puis nous avons fait un peu une marche en zigzag. Aller en retrouver un autre tout de suite n'était pas possible. Un traitement était là, mais tout à fait banal.
Et Cécile continuait à être tous les soirs brûlante, fatiguée, etc. Je ne travaillais plus. Je ne sortais plus. On était pris dans un piège. Seul le père de Cécile venait, 1 ou 2 fois par semaine. Il apportait un peu de quoi bouffer. Et il ne posait pas de questions. C'est moi qui lui disais, ça y est, on a fait ça, ça y est, là, etc. Là maintenant, nous allons voir. Alors je mentais un peu, je disais, nous avons un rendez-vous, nous allons voir quelqu'un. On va prendre une autre direction. Cécile ne pourra pas supporter le Sana. Il baissait la tête, il enfonçait son chapeau, il s'en allait. Et puis je me suis trouvé comme ça, par hasard, et ça c'est du domaine des anecdotes morbides, mais qui sont les événements qui brusquement orientent nouvellement, de façon tout à fait imprévue, une vie entière. Mais ça pourrait aussi arrêter une vie. J'ai croisé un homme que je connaissais à peine, et à qui j'ai dit, j'ai un énorme problème, je vous en parle, non pas parce que vous pourriez m'aider, mais justement parce que ne pouvant pas m'aider, en vous en parlant, vous n'aurez pas de réponse toute prête. Et je lui fais un très rapide petit exposé. Voilà, je vis depuis des mois avec quelqu'un, et puis ce quelqu'un qui est un ancien malade, et puis cet ancien malade fait une rechute, et puis cette rechute nécessite des soins, et puis les soins, on s'aperçoit que ça passe avant tout par une opération, après par un séjour en sanatorium qui est d'au moins 2 ans après.